Bonjour à tous. Tout d'abord, je remercie les organisateurs et puis bien sûr Emmanuel parmi eux et puis aussi pour cette introduction très, très sympathique. Merci Emmanuel. On va donc y aller si vous pouvez lancer la présentation. Parfait, j'avance et on va directement au cœur du sujet. Il y a Allez, j'ai mis 7 millions d'années, mais les chiffres ne sont pas très très clairs. Entre 7 et 12 millions d'années avant notre ère, les grands singes et nous-mêmes avions un ancêtre commun. Alors, je ne sais pas si on voit là, oui, on voit. Et ensuite, les branches ont divergé, mais encore aujourd'hui, nous sommes très près de notre cousin le plus proche, qui est le chimpanzé. Nous sommes très proches génétiquement, puisque nous partageons avec les chimpanzés environ 98,8% de notre génome. Et nous sommes très proches des chimpanzés, comme exemple des grands singes, mais il y a aussi les orang-outans et les gorilles, mais très proches des chimpanzés pour un certain nombre de capacités cognitives, si bien qu'on peut se demander finalement quelle est la différence entre nous et ces grands singes. Par exemple, les chimpanzés peuvent utiliser des outils, comme nous le faisons. Alors, ils utilisent, vous savez, des petites branches pour attraper les termites. Donc ça, c'est l'utilisation d'outils. On dit souvent qu'une des caractéristiques de l'espèce humaine, c'est de pouvoir utiliser des outils. Les chimpanzés ont des interactions sociales très complexes, très proches de celles des humains. Je vous donne un exemple qui avait été rapporté par Jane Goodall. C'est la guerre des 4 ans qui s'est déroulée dans le parc de Gombe, qui se situe à l'ouest de la Tanzanie, à côté du lac Tanganyika. Et il y avait 2 groupes de chimpanzés qui vivaient séparément, 2 clans. Et un jour, un des singes d'un clan a agressé le singe d'un autre clan, ce qui a déclenché une guerre de 4 ans. Et pendant cette guerre de 4 ans, des stratégies extrêmement complexes ont été mises en place dans ces clans de singes pour gagner la guerre, avec par exemple l'enlèvement de femelles et l'élimination un à un de tous les membres d'un des 2 clans. Donc un clan a gagné, l'autre a perdu. Donc vous voyez des comportements qui sont très très proches, si vous regardez l'actualité récente, de certains types de comportements complexes humains. Et puis, la conscience fait partie quand même d'une des caractéristiques de l'espèce humaine, mais les grands singes n'en sont pas dénués. Par exemple, si vous utilisez le test du miroir de Gallup, que vous connaissez peut-être, dans lequel le singe va se voir, eh bien, il va se reconnaître simplement si on met une petite tache de peinture sur l'une de ses oreilles. Eh bien, au lieu d'aller toucher le miroir, comme si c'était un congénère qui était en face de lui, il va directement toucher son oreille, en plus en croisant bien, comme il le faut, par rapport à l'image qui est projetée sur le miroir. Donc vous voyez des comportements complexes qui s'approchent énormément de ce que l'on pourrait voir chez l'homme. Pourtant, si on regarde d'autres espèces animales, vous regardez les corbeaux par exemple, eh bien, les corbeaux ils utilisent des outils aussi. Par exemple, s'il y a une noix au sol, ils vont prendre une pierre, ils vont voler au-dessus de la pierre et jeter la pierre sur la noix pour la casser. Donc ça, c'est une utilisation d'outils. Donc ça prouve donc que ce n'est pas un élément qui nous lie totalement, uniquement aux chimpanzés. Les interactions sociales complexes, vous pouvez descendre dans l'arbre phylogénique, aller jusqu'aux fourmis, si vous voulez, mais par exemple, vous prenez les dauphins. Il y a un exemple très classique dans le Shark Bay, qui est à l'ouest de l'Australie. Dans cette baie, il y a des groupes de dauphins qui vont jusqu'à 100 ou voire 200 individus. Et à l'intérieur de ces groupes de dauphins, eh bien, se forment des mini-structures qui sont des structures solidaires dans lesquelles les animaux vivent ensemble. Mais quelquefois, il faut se défendre contre des problèmes plus importants. Alors ces mini-groupes se joignent les uns aux autres, etc., etc. Donc vous voyez des interactions sociales complexes qui ne sont donc pas le propre des grands primates. Et concernant la conscience, si on prend toujours le test des miroirs de Gallup, eh bien, vous avez des espèces animales qui répondent au test de Gallup et donc qui montrent une certaine forme de conscience. Par exemple, les raies mantas ou les poulpes répondent positivement au test de Gallup. Donc vous voyez,
bien qu'on ait beaucoup de choses en commun sur le plan cognitif avec les chimpanzés, on les partage aussi avec d'autres espèces animales. Alors, qu'est-ce qui fait la différence? Eh bien, une des différences, si on se place à un niveau d'observation très simple, c'est que toutes les autres espèces animales, à part nous, finalement, acceptent les lois physiques de la nature. Elles ne cherchent pas à développer des ailes, elles ne cherchent pas à aller dans l'espace, elles ne cherchent pas à créer des sous-marins. Elles s'adaptent au monde sans transgresser les lois physiques dans lesquelles elles ont vécu toute leur vie. Et finalement, pourquoi nous, on va sous l'eau, on construit des ailes que nous n'avons pas, etc. Eh bien, parce que l'on perçoit d'autres options. Et pourquoi on perçoit d'autres options? Eh bien, parce qu'on a de l'imagination, en fait. Et c'est peut-être ce qui manque à ces espèces animales. Alors, je m'explique. Le terme imagination, ce n'est pas un terme scientifique, c'est un terme du langage commun. Mais si vous regardez la définition, c'est la capacité à former de nouvelles idées, des images, des concepts du monde extérieur, alors que ces mêmes idées, images, concepts ne sont pas présents et ne sont pas accessibles à nos propres sens. Et donc, l'imagination, elle requiert, si maintenant on commence à rentrer dans le détail, elle requiert un certain nombre de capacités cognitives, comme par exemple maintenir et manipuler des représentations mentales. Si vous ne pouvez pas faire ça, vous n'avez pas de perspective du futur, en fait. Donc vous ne pouvez pas vous projeter dans quelque chose qui est autre que le présent palpable et immédiat. Ça permet aussi l'imagination, enfin requiert plutôt des capacités d'abstraction. Sans capacité d'abstraction, on ne va pas à l'abstraction, c'est rien d'autre qu'imaginer quelque chose qui n'est pas présent, qui n'est pas palpable et qui n'est pas concret. Et puis, l'imagination requiert aussi des capacités de créativité. Bien sûr, on peut imaginer le futur, mais sans capacité de créativité, c'est le même futur que le présent. Donc, il faut bien développer ces capacités. Or, il se trouve que la mémoire de travail, l'abstraction et la créativité sont des fonctions qui requièrent de façon capitale le cortex préfrontal. Donc, peut-être que tout ça est une histoire de cortex préfrontal. Alors, est-ce que ça veut dire que les primates n'ont pas de cortex préfrontal? Bien sûr que non, et on va le voir. Et heureusement qu'ils en ont un, parce que grâce à eux, on a appris beaucoup de choses. Mais la question, c'est est-ce que leur cortex préfrontal, c'est le même que le nôtre? Est-ce que nous sommes fondamentalement différents? En d'autres termes, y a-t-il une différence ontologique entre nous et les grands singes? Ou s'agit-il simplement, finalement, d'un continuum entre eux et nous, et puis nous, avec un peu plus de développement, nous arrivons à faire des choses un peu plus complexes. Donc on va essayer de répondre à cette question. Elle est importante parce qu'elle permet de peut-être mieux nous définir en tant qu'être humain. Alors, on revient un peu à nos singes. Cette fois-ci, on ne se place plus dans l'arbre de l'évolution, mais dans l'arbre phylogénique figé, à un moment donné, celui du temps présent. Et où nous trouvons-nous? Sur quelle branche nous trouvons-nous? Nous trouvons sur la branche, pardon, excusez-moi, j'étais un peu vite en besogne. On se trouve, bien sûr, dans la catégorie des primates, on est des simiens, on est des catharini. Et c'est important de le dire parce que les catharini ont deux branches, excusez-moi encore. Une branche qui va définir les hominidés, dont nous et les grands singes, et puis une autre branche qui définit les cercopithèques. Et les cercopithèques, c'est les singes du vieux monde, comme les macaques, les babouins ou les singes verts. Et c'est intéressant de le dire parce que les modèles animaux, pour essayer de comprendre les fonctions du cortex préfrontal et le modèle animal qui se rapproche le plus, ça a été développé surtout chez le macaque rhésus. Donc vous voyez ici, sur le plan macroscopique, le cortex préfrontal. Alors ça, c'est un cortex préfrontal humain. Là, c'est un cortex préfrontal de rhésus. Il y a beaucoup d'homologie sur le plan de la cytoarchitectonie entre le cortex préfrontal d'un homme et celui d'un macaque rhésus. Mais vous voyez immédiatement, mais j'y reviendrai après, de grosses différences aussi. Alors, si on reste au niveau purement anatomique et qu'on essaye de faire de l'anatomie comparative entre un cortex préfrontal humain et un cortex préfrontal de macaque, ou même des autres primates, y compris les chimpanzés, les gorilles et les orang-outans, donc les grands primates, eh bien,
tous ces primates, y compris nous, dans leur cortex préfrontal, ont deux zones différentes. Il y a une zone qui est un cortex dit agranulaire. Alors, c'est simplement, je vais vous définir ce qu'est le cortex granulaire. Et le cortex agranulaire se définit en miroir par rapport au cortex granulaire. Le cortex agranulaire, c'est une partie du cortex préfrontal qui est dans la partie basse du cortex préfrontal, la partie arrière du cortex préfrontal, dans les régions orbitofrontales, les régions ventromédiales postérieures. Je vous montrerai ça sur des images après. Et c'est un cortex qui est présent chez tous les mammifères. Du rat jusqu'à l'homme, vous avez un cortex agranulaire. Sauf que chez les primates, et ça n'existe que chez les primates, il y a en plus un cortex granulaire dans le cortex préfrontal. Qu'est-ce que ça veut dire? Le cortex préfrontal, c'est un isocortex fait de 6 couches, et la 4e couche est particulièrement développée, et la 4e couche du cortex préfrontal contient des neurones qu'on appelle des neurones granulaires. Et donc le cortex granulaire veut simplement dire que si on regarde au microscope, on va voir cette 4e couche particulièrement développée, et comme ce sont des neurones granulaires, ça va donner cet aspect dit granulaire au cortex préfrontal. Donc imaginez un rat, le rat a un cortex préfrontal sans cortex granulaire. Un chat a un cortex préfrontal sans cortex granulaire. L'ensemble des primates, sauf les lémuriens, ont un cortex préfrontal qui, en plus, dans ces régions les plus antérieures et les plus hautes du cortex préfrontal, dans la région notamment dorsolatérale, est un cortex dit granulaire. Donc c'est une différence majeure entre les primates d'un côté et les autres mammifères de l'autre. De plus, le cortex préfrontal humain et celui des grands primates contient un type de neurones particulier, qui sont des neurones gênants, qu'on appelle les neurones de von Economo, qui sont situés dans la couche 5 du cortex préfrontal. Alors, c'est intéressant aussi parce que dans une maladie neurodégénérative qu'on appelle la dégénérescence lobaire frontotemporale, et en particulier celle qui est due à une mutation, une expansion hexanucléotidique d'un gène qu'on appelle le gène C9orf72, eh bien on va voir que ces neurones sont les premiers à être touchés par la maladie. Donc il y a quand même quelque chose d'intéressant, puisque c'est une maladie purement de primate, la dégénérescence lobaire frontotemporale. Ça peut être intéressant. Toutefois, ces neurones de von Economo ne sont pas spécifiques des primates, puisqu'on va les retrouver par exemple chez les delphinidés, chez les baleines, y compris chez les lamantins. Alors pourquoi chez les lamantins? Aucune idée, mais c'est comme ça. Donc des neurones qu'on va trouver de façon plus importante et privilégiée chez les primates, ces neurones de von Economo, mais pas uniquement chez les primates. Il y a un autre point très important, c'est qu'en fait, on parle de cortex préfrontal, mais en réalité, le cortex préfrontal, bien sûr, il est câblé avec l'ensemble du cerveau, mais très fortement avec les ganglions de la base. Et on pourrait dire qu'au lieu de parler de cortex préfrontal, on pourrait parler de système frontal, qui est un système global qui inclut d'une part le cortex préfrontal et les ganglions de la base. Et donc c'est ce qui est représenté ici. Vous avez le cortex, excusez-moi, je ne sais pas ce que j'ai fait. Oula, je dois être ici. Donc je clique. Voilà. Vous avez le cortex préfrontal en haut, différentes régions du cortex préfrontal, et chacune de ces régions va se lier à une partie très particulière des ganglions de la base, d'abord sur le premier relais, le striatum, puis le deuxième relais, le pallidum, etc., jusqu'au thalamus, et former des boucles, pas totalement ségrégées, mais relativement séparées. Et ce système d'organisation fonctionnelle entre le cortex préfrontal et les ganglions de la base est très important pour sélectionner les informations les plus pertinentes, les amplifier et permettre à ces informations, à ces comportements d'émerger. Et cette organisation qui a bien été mise en évidence chez le primate, notamment par Alexander Delong-Estrick dans les années 80, a ensuite pu être confirmée chez l'homme grâce notamment aux techniques d'IRM par tracking de fibres, par technique d'IRM de diffusion, et qui ont pu montrer exactement les mêmes boucles, reliant exactement les mêmes régions entre le cortex préfrontal et les ganglions de la base, donc formant des boucles identiques chez l'homme. Donc on a un système entre celui du primate et non humain et l'homme qui est identique pour ce réseau général qu'on peut appeler le système frontal.
Donc ça, ce sont des points communs. Puis évidemment, la grande différence, c'est la taille. Tout est une histoire de taille en ce qui concerne le cortex préfrontal. Alors, vous avez le cortex préfrontal d'un chat qui fait 3,5% du cortex de l'animal, et chez l'homme, c'est 1/3. Vous voyez la différence. Donc, si vous prenez le macaque rhésus, c'est 11%, donc 1/3 de 1/3. Et ça, ce sont des vieilles études, c'est des études de Brodmann, vous voyez, il y a 100 ans, hein, même plus. Mais les études plus modernes montrent que, par exemple, le cortex préfrontal de l'homme est entre 2 fois et 2 fois et demi plus grand, par exemple, que celui du chimpanzé. Maintenant, si on regarde dans le détail, on voit que cette augmentation du cortex préfrontal n'est pas harmonieuse par rapport aux autres structures cérébrales. C'est-à-dire que ce n'est pas tout le cerveau qui, entre un chimpanzé et un homme, a monté sa taille de façon proportionnelle et harmonieuse. Non, le cortex préfrontal s'est développé de façon extrêmement importante chez l'homme par rapport au chimpanzé. Alors, je vous montre un exemple en espérant que je ne change pas de diapositive. Ici, voilà. Eh bien non. Voilà. Je ne sais pas très bien comment manier ça pour que ça ne soit pas trop sensible. Donc là, vous avez sur ce premier graphique, différentes espèces de singes, du plus petit, de tout petit lémurien, jusqu'à l'homme, ici l'Homo sapiens, et ici le pan troglodyte, qui est le chimpanzé. Et donc vous voyez que vous avez une comparaison entre la taille du cortex préfrontal et le cortex visuel primaire, ici, et ici le cortex préfrontal et le cortex moteur primaire. Et donc vous voyez que y a un développement harmonieux entre ces deux cortex, et puis tout d'un coup, chez le chimpanzé, ça monte, mais un peu, et vous voyez que la différence se creuse de façon énorme chez l'homme. Donc il y a un développement dit hyperallométrique du cortex préfrontal chez l'homme. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas d'augmentation véritablement du nombre de neurones. On pourrait se dire que la structure a plus de neurones. Non. Les neurones du cortex préfrontal sont ridiculement bas chez l'homme par rapport à ce qu'ils devraient représenter. 1/3 du cerveau devrait représenter, si tout était harmonieux, 1/3 de neurones. Ce n'est pas le cas. Le cortex préfrontal ne représente que 8% des neurones de l'ensemble du cortex. Non, en fait, ce développement, il est lié principalement au développement du neuropile, en d'autres termes, du développement de la connectivité. Donc, ce qui caractérise cette expansion énorme du cortex préfrontal humain, c'est la connectivité. C'est que les neurones de cette structure sont bien plus connectés que dans toutes les autres espèces animales, y compris chez nos cousins les plus proches. Et puis, il y a une autre différence majeure, c'est que cette augmentation de taille du cortex préfrontal, elle ne concerne pas tout le cortex préfrontal, elle concerne l'avant du cortex préfrontal, comme si, finalement, le cortex préfrontal, il y avait une structure supplémentaire qui était venue se greffer et se positionner à l'avant du cerveau. Cette structure, on appelle le pôle frontal, est très peu développée, par exemple, chez le rhésus. Elle est très développée chez l'homme, et en plus, quand on essaye de faire des homologies point à point en termes de cytoarchitectonie, de connectivité entre l'avant du cerveau d'un macaque rhésus et l'avant du cerveau d'un homme, on ne voit pas d'homologie, alors que pour l'ensemble du reste du cortex préfrontal, on retrouve des homologies. Donc on a comme si on avait développé une nouvelle structure qui n'existait pas, ou très peu, à l'état beaucoup plus faible, voire embryonnaire, chez les autres espèces de singes, y compris chez le chimpanzé. Alors, donc, si je récapitule cette partie anatomique, entre un chimpanzé, ou disons un macaque rhésus, pour dire les choses simplement, mais un chimpanzé, ça marche aussi, et un homme, il y a des homologies. On a un cortex agranulaire comme tous les primates, comme tous les mammifères, pardon, et puis on a aussi un cortex granulaire qui caractérise les primates. On a aussi des neurones géants, de von Economo, et puis on a une circuiterie qui relie le cortex préfrontal au ganglion de la base, qui est commune. Et puis la grande différence, c'est la taille, et en particulier la connectivité, et le développement très particulier de cette partie antérieure qu'on va appeler le pôle frontal. Maintenant, la question la plus intéressante, c'est comment cette différence quantitative d'augmentation de taille et d'augmentation de connectivité a entraîné une modification fonctionnelle qualitative, une différence qualitative entre nous et les autres primates.
Alors, les modèles actuels de compréhension du cortex préfrontal, finalement, ne sont que des dérivés d'un modèle plus ancien, d'un concept plus ancien, qui est le concept d'Alexandre Romanovitch Luria, qui était neurologue et psychologue, c'est le père de la neuropsychologie, et qui a vécu entre la fin du XIXe siècle et une grande partie du XXe siècle en URSS. Enfin en Russie, puisqu'il est né avant la Révolution, puis en URSS. Et il a développé un concept qui est encore un concept qui fonctionne aujourd'hui, qui est de dire que le cortex préfrontal, c'est la région clé dans le cerveau pour la génération et le contrôle des comportements volontaires, comportements dirigés vers un but. Et bien sûr, ça ouvre aussi l'idée qu'il s'agit de comportements, s'ils sont volontaires, ils sont aussi probablement plus conscients que des comportements involontaires automatiques. Toutefois, comme je vous l'ai dit, le cortex préfrontal, c'est un tiers du cerveau, donc si on s'arrêtait là, on ferait de la lobologie à un niveau qui n'est pas digne des neurosciences d'aujourd'hui, et en réalité, le cortex préfrontal est une structure hétérogène sur le plan fonctionnel, comme elle l'est d'ailleurs sur le plan anatomique, et on pourrait diviser le cortex préfrontal en de multiples sous-régions, ça a été fait, mais pour la compréhension aujourd'hui, pour rendre opérationnelle cette idée que je suis en train de développer, c'est-à-dire les différences entre le primate non humain et l'homme, on va simplement diviser le cortex préfrontal en deux régions opérationnellement très différentes. La partie basse du cortex préfrontal, qui inclut le cortex orbitaire et le cortex ventromédian. Donc le cortex orbitaire, pardon, excusez-moi, il est là, le cortex ventromédian est là. Et puis, l'autre région, c'est la région haute du cortex préfrontal, qui inclut la région dorsolatérale du cortex préfrontal et la région dorsomédiane du cortex préfrontal. Alors, pourquoi cette division? Parce qu'elle est pertinente, tout d'abord, parce que le cortex préfrontal dorsolatéral, c'est du cortex granulaire, donc qui n'est présent que chez les primates, alors que le cortex orbitaire et ventromédian, en partie, c'est du cortex agranulaire. Pas complètement, mais en grande partie. Le cortex agranulaire est ancien, puisqu'il est présent chez des espèces qui existaient avant les primates. Le cortex granulaire est récent et ne s'est développé qu'à partir de l'apparition des primates. Enfin, récent, on est à quelques millions d'années quand même en arrière. Une autre différence importante, c'est que la partie basse, orbitaire, elle est connectée à des structures plus primitives, comme le cortex limbique, les structures limbiques, l'amygdale, l'hippocampe, le striatum ventral, alors que la région dorsolatérale, elle est liée à des cortex qui sont en relation avec le monde extérieur, les cortex visuels, les cortex auditifs par exemple, enfin l'ensemble des cortex associatifs du cerveau. Donc on voit finalement émerger tout doucement en fait des différences fonctionnelles entre ces deux parties. Et effectivement, la partie ventrale est plutôt impliquée dans ce qu'on va appeler le contrôle comportemental et la partie latérale et haute dans le contrôle cognitif. Ce qu'on appelle le contrôle cognitif, c'est les capacités de planification, de raisonnement, d'abstraction, entre autres. Donc on est en train de voir émerger une différence significative d'une part entre les primates d'un côté et les autres espèces de mammifères, avec un nouveau cortex chez les primates qui est impliqué dans des fonctions de planification, de raisonnement, d'abstraction, de projection vers le futur, qui ne semble pas être très présent, ou pas du tout présent, chez les autres espèces de mammifères. Et donc, on va prendre maintenant uniquement cette région haute, dorsolatérale, comme modèle, puisque c'est celle qui est commune à l'ensemble des primates. Et on va essayer de voir comment elle fonctionne et ce qui nous différencie des autres singes. Alors cette partie latérale, elle intervient dans des fonctions, je vous l'ai dit, de contrôle cognitif, en particulier dans les capacités de planification. Alors, je ne rentre pas dans l'ensemble des données de la littérature qui le montrent, je n'ai pas vraiment le temps, mais partons de l'idée que ces données sont pertinentes et réelles. Comment on évalue la planification, par exemple, en situation d'évaluation de patients? Eh bien, on peut utiliser, par exemple, cette tâche qu'on appelle la tour de Londres, qui ressemble à un jeu d'enfants qu'on appelait la tour d'Hanoï, je crois, si je ne me trompe pas. Et l'idée, c'est un problème, en fait, qu'il faut résoudre. On part d'une position initiale pour arriver à une position finale avec un nombre contraint de coups. Voilà, par exemple, là, il faut 5 coups pour aller de la position initiale à la position finale.
Mais les contraintes sont que, par exemple, si vous voulez déplacer la boule rouge, il faudra déplacer d'abord la boule jaune, et que déplacer la boule jaune, ça vous coûte un coup. Donc vous pouvez essayer de faire cette tâche pendant 5 ou 10 secondes. Alors évidemment, tout doit se faire dans la tête, hein, pas sur le papier. D'accord? Bon, il y en a qui l'ont faite rapidement, d'autres qui l'ont faite plus lentement, d'autres qui l'ont pas faite. Mais peu importe, si vous avez tenté de le faire, eh bien vous êtes rendu compte que pour faire cette tâche de planification, vous ne faites pas une seule chose en fait, vous faites plein de choses différentes. Donc la planification, ce n'est pas une fonction homogène, c'est un ensemble de sous-fonctions qui vont s'associer les unes avec les autres pour permettre finalement d'aboutir à quelque chose de planifié. Et donc si on essaye de casser en morceaux ce qu'est la planification, eh bien, on voit bien que pour faire une tâche comme celle-là, il faut créer des représentations mentales des étapes intermédiaires, il faut maintenir ces étapes intermédiaires et manipuler ces étapes intermédiaires. Et puis, une fois que c'est fait, même on revient en arrière, on vérifie. Une fois que c'est fait, on peut programmer et exécuter la réponse qui consiste à réaliser la séquence d'action qui est basée sur ces représentations mentales. Et bien, quand on dit ça, pour la première partie de ces opérations, on parle de ce qu'on appelle la mémoire de travail. Et donc, pour faire de la planification, il faut avoir plusieurs opérations de mémoire de travail sous-jacentes. Et ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que si c'est difficile de faire aux singes des tâches comme la tour de Londres, en revanche, on peut leur faire des tâches de mémoire de travail qui sont plus simples, qui sont finalement des opérations plus élémentaires. Et donc, on va pouvoir étudier d'une certaine façon la planification chez les singes par le biais de la mémoire de travail, et donc voir finalement s'il y a quelque chose de commun entre eux et nous. Donc voilà une tâche de mémoire de travail chez le singe, ce qu'on appelle une saccade oculomotrice mémorisée. C'est assez simple. Le singe apprend pendant des semaines et des semaines à fixer une croix centrale, et puis la tâche elle-même consiste à présenter un stimulus lumineux en périphérie, puis faire disparaître ce stimulus lumineux. L'animal doit continuer à fixer le point central, et à un signal sonore, l'animal doit fournir une réponse, et la réponse consiste à effectuer une saccade oculomotrice isométrique vers la position présumée du point lumineux. Or, au moment de la réponse, le point lumineux n'est pas présent à l'écran. Donc l'animal va devoir faire une saccade en l'absence de l'information qui lui a été présentée, et cette information a été séparée par cette phase centrale de délai qui a duré quelques secondes. Et donc l'idée, c'est que pendant ce délai, l'animal, pour pouvoir réussir à faire sa saccade, doit faire le lien entre le stimulus et la réponse. C'est le principe de la mémoire de travail. Et ce que l'on observe, c'est que pendant cette phase silencieuse de délai, dans le cortex préfrontal latéral, le cortex granulaire commun à l'ensemble des primates, eh bien, il y a des neurones. Où suis-je? Je ne sais plus en quel sens je vais. Voilà. Je reviens en arrière. Il y a des neurones qui vont décharger pendant cette phase silencieuse, c'est-à-dire alors que l'animal ne fait rien. C'est ce qu'on appelle des neurones de délai. Et ces neurones, finalement, eh ben, ils font le lien entre l'information présentée au départ et la réponse. Quand on regarde ce que font exactement ces neurones et quel genre d'opération mentale est liée, eh bien, on va voir que ces neurones, certains de ces neurones, dans le cortex préfrontal, maintiennent la trace du stimulus qui a été présenté, ce qui permet effectivement de garder une trace qui va servir à la réponse. D'autres sont des neurones qui préparent déjà l'action à venir, donc ils ne sont plus dans la mémoire, ils sont dans l'anticipation et la préparation de la réponse future, ils sont dans la prospective de l'action à venir. D'autres inhibent la réponse immédiate, parce qu'effectivement le singe pourrait faire une saccade immédiatement après que le stimulus ait été présenté, mais dans ces conditions, il ne recevra pas de récompense. Donc il faut que le singe bloque cette réponse impulsive pour obtenir une réponse. Et puis, on peut complexifier la tâche, par exemple, en faire une saccade avec plusieurs points lumineux, et il y a des neurones qui vont coder l'ordre, par exemple, de la saccade. Et puis ce que l'on voit, en fait, et ça ce sont des études très très récentes, qui montrent que en fait, ce signal, il passe comme un relais d'un groupe de neurones à l'autre. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait un flux qui circulait dans l'ensemble de ces neurones, de ces groupes de neurones, et ce réseau complet, finalement, ce sont des outils locaux qui vont permettre la planification. Donc, dans le cortex préfrontal d'un singe, il y a tout pour permettre de planifier.
Donc c'est très proche finalement de ce que nous serions capables de faire, mais est-ce qu'un singe est capable de planifier? Alors on peut lui donner des tâches qui ressemblent un peu à la tour de Londres quand même. Voilà, on voit là une, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est une tâche de planification où il faut prévoir 3 coups à l'avance. Eh bien, les singes arrivent à faire cette tâche-là après pratiquement 1 an d'entraînement, alors que vous y arriveriez en 10 secondes. Il leur faut 1 an d'entraînement. Mais au bout d'1 an, ils sont capables de faire des tâches comme ça. Et ce n'est pas automatique, parce qu'à chaque fois, on change les contingences de la tâche. Donc le format est compris, et le singe est capable de faire ça. Et quand on fait une lésion du cortex préfrontal latéral, ce cortex granulaire, eh bien, cette capacité s'effondre complètement chez les singes. Donc, les capacités de planification sont présentes chez le singe. Par exemple, on sait que ces singes, dans la tâche que je vous ai montrée, sont capables de planifier. Mais leur capacité est très, 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 très limitée. Par exemple, la capacité de mémoire de travail d'un chimpanzé, c'est plus ou moins 3 items, c'est 2 plus ou moins 1 en fait. C'est la capacité de mémoire de travail d'un enfant de 5 ans. Vous, en tant qu'adulte, en mémoire de travail visuel, vous avez une capacité, un span visuel, un ampon visuel, qui est entre 6 et 8. Donc vous voyez, ça fait une différence très importante. Et donc si vous avez une capacité de mémoire de travail très faible, l'extension temporelle vers le futur est beaucoup plus réduite. Elle en est d'autant plus réduite, en réalité. Donc vous pouvez faire de la prospective, mais cette prospective va vous emmener beaucoup moins loin que la prospective qu'un adulte peut faire. Maintenant, on peut poser la question de façon inverse. Si, au lieu de faire à des êtres humains des tâches de planification comme la Tour de Londres, on dégradait le principe et on leur faisait faire que des tâches de mémoire de travail très simples, comme celles qu'on fait chez le singe, est-ce qu'on activerait de la même façon le cortex préfrontal de l'homme? Et la réponse est oui. Inutile de faire des tâches complexes de planification chez l'homme pour activer le cortex préfrontal du primate. Eh bien, des tâches de mémoire de travail, comme celles qu'on fait chez le primate, sont tout à fait capables d'activer le cortex préfrontal. Ce qui veut donc dire que les processus élémentaires qui conduisent aux tâches de planification chez l'homme et le singe sont probablement communes. Et donc, tout ça pour dire à ce stade que finalement, singe et homme ont au moins partagent un certain nombre de processus communs, comme la mémoire de travail, qui permettent de faire des tâches beaucoup plus complexes comme des tâches de planification. Et donc, ça suggère qu'entre un macaque rhésus, un chimpanzé et un homme, il y a un continuum fonctionnel qui permet donc de dire que, il y a des structures dans le cortex préfrontal qui ne sont pas nouvelles chez l'homme, sont simplement un continuum de ce qui existe déjà chez le singe. Et donc, maintenant, la question, mais y a-t-il plus chez l'homme? Y a-t-il des structures, des fonctions qui n'existent pas chez le chimpanzé? Alors, on a l'habitude de dire qu'une des caractéristiques de l'espèce humaine, c'est le langage. Le langage, qu'est-ce que c'est? C'est un outil de communication qui utilise des symboles. Et ces symboles nécessitent de l'abstraction, nécessitent de créer des liens sémantiques entre les connaissances, mais nécessitent aussi ce qu'on appelle la récursivité et la combinaison de la syntaxe. Ça, ce sont des caractéristiques très spécifiques du langage humain, c'est-à-dire qu'avec les mêmes éléments, on peut démultiplier, combiner de multiples façons différentes et donc créer quelque chose. Et cette capacité combinatoire, en fait, elle repose déjà sur des fonctions frontales qui sont présentes chez le singe, en réalité. Donc ça pose la question de savoir si vraiment le langage est vraiment spécifique de l'homme, puisque finalement les singes ont des capacités de combinaison qui sont existantes, donc qui sont moins élevées que l'homme, mais qui sont existantes. Donc ce n'est pas quelque chose de spécifique de l'espèce humaine d'être capable de combiner des connaissances même abstraites. D'ailleurs, l'aire de Broca, qui est la région principale du langage dans le cortex préfrontal de l'homme, elle n'est pas différente finalement de l'aire de Broca du singe. Il y a énormément de points communs entre les deux régions. Et par ailleurs, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de fonctions qui permettent le langage et qui sont déjà présentes chez le singe. Je n'ai pas le temps malheureusement de rentrer dans le détail, mais si vous avez des questions en dehors de ce talk, je voudrais bien y répondre.
Néanmoins, il y a quand même quelques différences entre l'aire de Broca de l'homme et l'aire de Broca d'un singe. Il y a moins de connectivité dans l'aire de Broca d'un singe. Mais on s'y attend, puisque je vous ai dit que la connectivité chez l'homme était extrêmement élevée pour le cortex préfrontal. Il y a moins de connectivité, mais moins de connectivité avec quoi? Eh bien, avec les régions auditives chez le singe. Les régions auditives connectent moins à l'aire de Broca qu'elles ne connectent chez l'homme. Et d'ailleurs, si vous regardez chez le singe, la mémoire de travail visuel est à un très bon niveau, malgré ce que je vous ai dit, par rapport aux autres espèces animales, mais la mémoire de travail auditive chez les chimpanzés est extrêmement faible, largement plus faible que la mémoire de travail visuel chez le chimpanzé. C'est probablement lié au fait que la mémoire de travail auditive nécessite cette boucle entre les cortex postérieurs et l'aire de Broca, qui permet ce qu'on appelle notamment l'articulation sous-vocale. Et puis il y a une autre différence qui est d'ordre moléculaire, c'est-à-dire que l'Homo sapiens, mais aussi ses prédécesseurs, ont une structure d'un type de gène, qui est le gène FOXP2, qui est un tout petit peu sur le plan moléculaire, tout petit peu différente de celle d'un chimpanzé. Et cette différence, elle a un retentissement majeur parce que c'est un gène de régulation qui va réguler de nombreuses voies métaboliques et qui ont un rôle dans le développement du cerveau chez le primate. Et cette toute petite différence moléculaire va entraîner d'énormes changements entre les deux espèces. Et par exemple, s'il y a une mutation ou un knockout sur FOXP2, eh bien l'acquisition du langage articulé est extrêmement perturbée chez l'homme. D'ailleurs, dans les troubles développementaux, il y a souvent, lorsqu'il y a une dysarthrie majeure, une anomalie qui peut porter sur FOXP2. Toutefois, vous l'avez compris, en fait, je pense que la différence entre un homme et un singe n'a rien à voir avec le langage et que ce n'est pas parce que l'homme parle que c'est la différence principale qui nous éloigne et qui a créé, par exemple, la civilisation humaine. Alors, je vais essayer d'expliquer ça. Je vais peut-être passer rapidement. La première chose que je voudrais dire, c'est qu'aucun des modèles qui existent chez le singe d'organisation du cortex préfrontal en termes de fonction n'est exactement identique à l'organisation du cortex préfrontal chez l'homme. Chez le singe, nous ne retrouvons pas ce gradient que l'on va trouver chez l'homme. En effet, dans les modèles aujourd'hui admis d'organisation du cortex préfrontal, le cortex préfrontal, c'est comme une structure qui part de l'arrière du cortex préfrontal qui va vers l'avant. Et au fur et à mesure que le flux d'informations circule dans cette route, eh bien, elle devient de plus en plus complexe et de plus en plus abstraite. Alors, j'explique ça. Il y a deux grands modèles. Il y a le modèle développé par Étienne Coquelin, qu'on appelle le modèle de contrôle cognitif, qui va de l'arrière vers l'avant. Je vous donne un exemple. Vous êtes chez vous et le téléphone sonne, vous décrochez le téléphone. Voilà. C'est ce qu'on appelle une association sensorimotrice, et ça active les régions les plus postérieures du cortex, décidément, du cortex préfrontal, les régions, les aires 6-8, qui sont d'ailleurs, pour l'aire 6, pas considérées vraiment comme du cortex préfrontal. Maintenant, vous êtes chez vous, et puis le téléphone sonne, mais vous savez que si le téléphone sonne à cette heure-là, c'est probablement pas un appel que vous attendez, et donc vous ne répondez pas. À ce moment-là, j'invente une situation complètement idiote, mais c'est juste pour vous dire que contextuellement, vous réagissez différemment d'une réponse automatique. Vous avez décidé, compte tenu du contexte, qu'à partir du moment où c'était à ce moment-là précis de la journée, vous ne répondiez pas au téléphone. Vous activez une région un peu plus antérieure du cortex préfrontal et vous avez un contrôle cognitif dit contextuel. Et puis maintenant, vous êtes chez un ami, il est parti, mais il vous a dit, avant de partir, si le téléphone sonne, s'il te plaît, réponds au téléphone.
Donc là, cette fois-ci, vous devez tenir compte d'une information qui vous a été donnée il y a un certain temps, et vous devez utiliser cette information pour vous comporter. C'est ce qu'on appelle le contrôle épisodique, qui active une région un peu plus antérieure du cortex préfrontal. Et donc ce modèle, finalement, c'est un modèle qui dit que de l'arrière vers l'avant, plus vous allez vers l'avant, moins votre comportement est automatique, plus vous allez vers l'avant, plus vous traitez d'un nombre important d'informations, et plus le temps écoulé entre le moment où vous avez reçu une information et le moment où vous allez l'utiliser est important. Donc vous avez d'abord ce premier modèle, mais ce premier modèle, vous voyez, il va jusqu'à un certain point, mais il ne va pas complètement jusqu'à l'avant du cortex préfrontal, vers cette fameuse région qui semble unique chez l'homme et qu'on appelle le pôle frontal. Et donc, que fait ce pôle frontal chez l'homme ? Eh bien, la même équipe, l'équipe d'Étienne Coquelin, a montré que cette région était impliquée dans une fonction qu'ils ont appelée le branching, l'embranchement. C'est pas très joli peut-être comme mot, mais je vous donne une idée. Imaginez que vous soyez étudiant, vous fassiez N2 par exemple dans un laboratoire, vous travaillez sur le pôle frontal et vous êtes en train de lire l'article d'Étienne Coquelin. C'est un article compliqué à lire, donc vous le lisez mot à mot. Et puis tout d'un coup, votre directeur de labo rentre dans la pièce et vous demande de vous arrêter immédiatement parce qu'il y a une tâche urgente qui elle-même demande pas mal d'efforts intellectuels que vous devez faire. Donc vous arrêtez une tâche à un point donné et vous en faites une autre qui vous demande un effort. Et puis, une fois que cette tâche est finie, vous revenez à la tâche antérieure. Et vous reprenez la phrase que vous étiez en train de lire au point où vous l'avez arrêtée. C'est ça le branching. C'est-à-dire que c'est la capacité à faire plusieurs choses en parallèle, de couper des tâches à leur milieu et de passer à une suivante et d'avoir la capacité de revenir à la tâche précédente. Ce qui veut dire que quand vous faites ça, vous êtes capable de relier des informations qui sont temporellement distantes les unes des autres, qui ont été cassées à un moment donné, fracturées, et qui sont devenues distantes. Et vous êtes capable de les recoller ensemble. Vous êtes capable d'étendre en quelque sorte le temps, d'une certaine façon, et donc d'une certaine façon, vous êtes capable d'augmenter votre capacité de contrôle exécutif. C'est ce que l'on fait aussi dans la créativité, puisque en fait, il a été montré très récemment, d'ailleurs par notre équipe, que lorsqu'on essaye de lier deux informations qui sont distantes, cette fois-ci non pas sur le plan temporel, mais sur le plan sémantique, eh bien on était bien plus créatif que quand on lit deux informations qui découlent l'une de l'autre. Par exemple, si je vous dis « le chat boit du » et vous me répondez « lait », vous avez fait un lien de proximité. Et si maintenant je vous demande de me dire, au lieu de me dire « le chat boit du lait », je vous demande de dire « trouver un autre mot » qui est quand même pertinent, mais qui est le plus éloigné possible du lait, mais qui colle quand même avec la phrase. À ce moment-là, vous allez aller de pas à pas vers une information sémantiquement plus distante. Et si vous arrivez à lier la première partie de la phrase avec ce mot, eh bien, vous avez créé une association très très distante et vous êtes beaucoup plus créatif. Donc on voit qu'on est, avec ce pôle frontal, dans la capacité de relier des informations distantes, qu'elles soient temporelles ou qu'elles soient sémantiquement distantes. Et puis enfin, il y a un autre modèle, qui est un modèle développé par Badré d'Esposito, qui est basé exactement sur la même progression postéro-antérieure, qui est un modèle dit d'abstraction, c'est-à-dire que plus on va vers l'avant du cerveau, plus on traite d'informations abstraites. Et plus on traite d'informations abstraites, plus on traite aussi de buts qui sont des buts à beaucoup plus long terme. Les buts à plus long terme sont en général beaucoup plus abstraits que les buts à court terme. Et donc tout ça, finalement, dit qu'il y a bien, dans le cortex préfrontal humain, des capacités nouvelles qui n'existent pas ou qui existent trop peu chez les autres espèces animales, y compris les chimpanzés. Tout d'abord que les capacités de mémoire de travail chez l'homme, au lieu d'être en avant dans le cortex préfrontal, sont en arrière, comme si une nouvelle structure avait déplacé les régions dédiées à la mémoire de travail, et qu'en avant, dans le pôle frontal, eh bien, on a une structure qui va permettre finalement de développer un certain nombre de fonctions, comme notre capacité d'abstraction et notre capacité à lier des informations très distantes les unes des autres, et donc à augmenter l'espace à la fois sémantique et l'espace temporel. Et évidemment, quand on fait ça, eh bien, on est capable de planifier, de raisonner, d'être créatif, de développer des croyances, une forme des valeurs morales, qui sont des choses qui sont très difficiles à développer si on n'a pas ces capacités-là. Et mon dernier point, finalement, ça va, je suis dans les temps, très bien.
La question, c'est de savoir pourquoi et comment ça s'est développé dans l'espèce humaine. Alors là, on va faire un peu de rétrospective, mais un peu spéculative. Donc on revient à notre point de départ, nos hommes, il y a 7 à 12 millions d'années. On sait qu'ils ont commencé à fabriquer des outils, donc la technologie lithique s'est développée entre 3 millions et 1,2 million d'années. Et au départ, c'était des outils à utilisation primaire, principalement des bifaces. Les bifaces sont des objets qui n'existent pas dans la nature, donc c'est vraiment une création humaine. Et puis, dans un second temps, ces outils ont servi à créer d'autres outils. Par exemple, à tailler des flèches qui vont servir elles-mêmes à être posées sur un morceau de bois et puis à être lancées sur un animal qu'on veut chasser, par exemple. Et donc à ce moment-là, quand on crée un outil pour en fabriquer un autre, ça veut donc déjà dire qu'on a commencé à développer des capacités d'abstraction, puisqu'on est capable d'imaginer quelque chose qui n'existe pas encore et qui va servir à faire autre chose. Et puis le temps passe, le feu, c'est il y a 500 000 ans environ, et puis on va... Pardon, qu'est-ce qui s'est passé? Il me manque des pièces. Je vais en arrière au lieu d'aller en avant. Voilà. Et puis, il y a environ 400 000 ans, on est capable de construire ce type de hutte. Alors ça, c'est une hutte qui a été trouvée à Terra Amata, à côté de Nice. Donc ceux qui sont dans le sud connaissent peut-être cet artefact. Pour construire une hutte comme ça, il faut faire un plan. Donc là, on est déjà dans un autre niveau d'abstraction. Et puis enfin, on en vient à une époque plus récente. Alors, l'émergence du langage, il y a des discussions sur l'émergence du langage, parce qu'il y a le proto-langage qui précède le langage. Par exemple, on peut associer des bruits et faire de la combinatoire avec les bruits. Est-ce que c'est du langage? C'est considéré comme du proto-langage. On est plutôt à 250 000 ans en arrière. Mais si on considère que la preuve assurée du langage, c'est l'écriture, alors là, on est plutôt à entre 9000 et 5000 ans en arrière, avec l'écriture cunéiforme en Mésopotamie. Donc on a un espace de temps qui est entre 250 000 ans et 9000 ans en arrière, qui est l'apparition du langage. Ce que je veux donc dire, c'est que l'apparition du langage est arrivée très tardivement. Si on regarde l'humanité, le langage, c'est à minuit moins une de notre ère, par rapport à tous les millions d'années qui ont permis le développement des capacités d'abstraction et de raisonnement. En d'autres termes, ce que je suis en train de vous dire, c'est que le langage, c'est le produit abouti de cette capacité d'étendre le temps, de combiner et d'abstraire. Et donc, c'est arrivé tard, à un moment où l'homme était capable de faire ça. Donc, finalement, ce n'est pas la capacité de langage qui semble nous définir, mais c'est cette capacité progressive d'abstraction et d'extension du temps qui semble mieux définir l'espèce humaine, puisque, je vous le rappelle, elle n'est quasiment pas présente chez les autres espèces de primates. Et donc, la dernière question, et je terminerai là-dessus, mais pourquoi l'homme? Pourquoi, finalement, un groupe de primates, comme un autre, tout d'un coup s'est différencié et est parti dans cette direction? Alors, il y a des théories, bien sûr, elles sont nombreuses, certaines ont été rebattues en brèche. Vous avez la théorie de la vallée du Grand Rift, que vous connaissez peut-être, mais qui n'est plus une théorie aujourd'hui complètement admise, puisqu'on a pu montrer qu'il y avait que l'homme était né aussi ailleurs, bien avant ce qui s'est passé dans le Grand Rift. Mais la théorie du Grand Rift relève aussi d'autres éléments communs, qui est probablement la sortie de la forêt pour aller vers des espaces comme la savane. Donc les primates sont des espèces qui migrent aussi. Par exemple, il a été démontré que l'espèce humaine migrait de 5 km par génération quand elle a commencé à se disséminer sur la Terre. Et donc, il y a eu un contact probablement qui a entraîné des modifications physiques qui ont peut-être conduit aux modifications qui ont mené cette espèce à diverger des autres. Néanmoins, je voudrais aborder la question d'une autre façon, avec une théorie dite post-darwinienne qui a été bien développée par Stephen Jay Gould, qui était paléontologue, à Harvard. Et il s'est intéressé au panda. On dirait qu'il y a le rapport entre le panda et l'homme.
Le panda, en fait, c'est un ours. Et à un moment, il y a eu des débats, mais on sait maintenant que c'est un ours. Et les ours ont 5 doigts. Et ils ont quelque chose d'autre, c'est qu'ils ont une sorte d'hypertrophie radiale d'un os qu'on appelle l'os sésamoïde, qui leur sert à rien. Ils n'ont aucun avantage à avoir cet os sésamoïde. Mais ils l'ont. Le panda, lui, il a un 6e doigt, ce qui le différencie des autres ours. Et ce qui est intéressant, c'est que ce 6e doigt, il s'est construit à partir de cet os sésamoïde. Donc, à partir de quelque chose qui semblait ne servir à rien, eh bien, et c'est ça qui est la partie post-darwiniste de la théorie de l'évolution, c'est-à-dire que l'animal n'a pas tiré un avantage de quelque chose qui était un atout, cet animal, le panda, a tiré un avantage de quelque chose qui ne servait à rien a priori. Il en a construit un doigt. Et pourquoi c'est un avantage? Eh bien, parce qu'à ce moment-là, ce doigt, qui est un doigt préhensible, alors que chez l'ours, les 5 autres doigts ne sont pas préhensibles, permet de tenir les tiges de bambou. Or, les tiges de bambou, c'est l'aliment unique des pandas. Et donc, c'est un élément central de l'adaptation de cette espèce animale. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que sous une pression énorme qui nécessite une adaptation pour la survie, un organe préexistant qui ne conférait aucun avantage particulier devient une structure hautement adaptée et pour l'animal en question. Et donc la question qui se pose, c'est la même chose pour le cortex préfrontal. Est-ce que le cortex préfrontal de l'homme était une structure qui n'avait pas vocation à se développer à tel point, mais que les conditions, je ne suis pas archéologue ni paléontologue, donc je ne vais pas les discuter, je ne saurais pas, mais est-ce que les conditions qui nécessitaient la survie de cette espèce particulière de singe, eh bien, a conduit au développement très particulier de cette structure cérébrale, et notamment de la région la plus antérieure. Voilà, c'est une question, ce n'est pas une question spéculative, mais je la laisse à votre réflexion, et je vous remercie de votre attention.